Cet appel est en cours d'enregistrement. Si tous les intervenants sont là, on peut peut-être démarrer. Bienvenue à toutes et tous. Je passe la parole à Micheline pour quelques petits mots d'introduction à cette séance. Merci. Oui, bonjour, merci à tous et à toutes d'être là. Donc l'objectif de cette conférence est de présenter les résultats d'un rapport qu'on a sorti aujourd'hui. Je suis avec Kevin Jean et nous sommes tous les deux, moi chargée de recherche et Kevin professeur à l'École normale supérieure à l'Institut de biologie. Et on a coécrit ce travail avec Santé mondiale 2030, qui est un think tank spécialisé sur les questions de santé mondiale. Et donc ce webinaire organisé par l'AFD est l'occasion de présenter les principaux résultats du rapport Action Climat et Santé, une même urgence, des bénéfices partagés. Je vous mets dans le chat le lien vers le rapport complet qui est sur le site de Santé mondiale 2030. Et pour introduire en amont cette note, je laisse la parole à Jean-François Delfrécy, qui est président du think tank Santé mondiale. Bonjour à tous, Jean-François Delfrécy, donc je suis médecin et je préside le think tank Santé mondiale qui existe depuis maintenant plusieurs années, qui a pour objectif de s'intéresser à l'organisation finalement de ce qu'est la santé mondiale. L'idée générale était de dire que la France devait avoir une position forte dans le domaine de la santé mondiale et d'apporter avec le think tank un certain nombre d'informations pour la décision politique. Alors bien sûr, la santé mondiale vient d'être bouleversée au cours des derniers mois par la nouvelle position américaine, et un de nos champs d'intérêt est sur la nouvelle organisation et où va se situer l'OMS, les fonds verticaux, où va se situer l'intersolidarité Nord-Sud qui a présidé jusqu'à maintenant à un certain nombre de grandes valeurs autour de la santé mondiale. Mais à côté de cela, le think tank s'intéresse à des questions plus techniques, en ayant observé qu'après une phase d'évolution très positive sur l'amélioration de la santé dans le monde, on observe depuis maintenant une dizaine d'années un certain nombre de marqueurs, à la fois dans les pays du Nord et dans les pays du Sud global, qui montrent qu'on a une diminution finalement des progrès majeurs qui avaient été réalisés et qui se soldaient par, entre autres, une augmentation de la durée de vie. Dans le même temps, on s'aperçoit de plus en plus que la santé, au sens de définition de l'OMS, le soin, les médicaments, la recherche, ne représentent que 20% de ce qu'est la bonne santé. Ça veut dire qu'il y a 80% qui sont ailleurs, et ces 80% sont gérés par les déterminants de la santé. Et ces déterminants de la santé sont à la fois sociaux, culturels, environnementaux et alimentaires. Et puis avec d'autres facteurs également qui peuvent jouer. Mais enfin, les grands déterminants de la santé sont là. Et c'est fondamental d'avoir compris cela parce que ça veut dire qu'on sort d'un bloc vertical de la santé et du soin pour avoir une vision nouvelle de la santé qui s'intègre dans les déterminants de la santé. Donc parmi les déterminants de la santé, bien sûr, la question de la santé et l'environnement, d'où cette commande du think tank par ces chercheurs de Normal Sup pour nous aider à mieux comprendre quelle était la relation entre finalement des enjeux de santé et des enjeux environnementaux. Et c'est là finalement, je dirais, ce qu'on souhaite avec cette note de réflexion, c'est montrer que ces communautés qui ne se connaissent pas bien, parce que le monde de la santé est un monde assez vertical, où elles ne se connaissent pas bien à la fois au niveau des scientifiques, au niveau des ONG. On voit bien d'ailleurs que la santé seulement, par exemple, dans les COP depuis seulement 2 fois, et qu'avant, elle n'était pas présente. Alors même que la santé a un retentissement, bien sûr, sur l'environnement, mais qu'aussi l'environnement est un des enjeux majeurs, un des déterminants de la santé, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc c'est comment avance-t-on
pour mieux faire comprendre les interactions de part et d'autre, qui sont des interactions à la fois partagées et positives. Et je dirais que la santé pour nos concitoyens français, qui est pas seulement français, mais en général, qui est considérée comme une priorité, qui revient à chaque fois, une priorité massive, comment peut-elle aider finalement dans une certaine mesure à avoir aussi une nouvelle vision autour des enjeux d'environnement. Donc je me réjouis de la sortie de cette note aujourd'hui et je lui souhaite bonne chance. Merci beaucoup pour votre propos introductif. Avant qu'on présente la note, je laisse aussi la parole à Audrey Rochkoff, directrice division climat et nature de l'AFD, qu'on remercie encore pour l'organisation de ce webinaire. Bonjour à toutes et tous. Bonjour et merci professeur Delfrécy pour cette introduction. On avait eu l'occasion de se croiser dans un précédent événement ici à l'AFD et oui, l'interconnexion entre les enjeux climat et santé est définitivement intéressante et toujours d'actualité. Voilà, je voulais vous remercier en tout cas, et puis je voulais remercier également le think tank Santé mondiale 2030 pour son invitation à co-introduire avec vous cette présentation du rapport qui sera pour nous à l'AFD évidemment autant un outil de plaidoyer auprès de nos partenaires qu'un document de référence qui va venir nourrir nos réflexions internes, comme l'avait d'ailleurs déjà été votre rapport de 2023 sur les nouveaux métiers de la santé, qui mettait déjà en exergue les défis du changement climatique pour la santé et qui a finalement nourri notre stratégie sectorielle sur la santé et la protection sociale. Alors voilà, cette année c'est les 10 ans de l'accord de Paris. Ce nouveau travail nous rappelle qu'on est toujours dans l'urgence d'intervenir, mais il nous dit aussi qu'on a de nombreux acteurs français qui sont engagés en faveur de la lutte contre le changement climatique dans tous ses aspects. Et c'est d'ailleurs sans doute l'un des points forts de votre approche, c'est traiter les enjeux de santé à la fois sous le prisme de l'adaptation, comme le propose d'ailleurs le Belém Health Action Plan issu de la COP30 il y a 2 semaines, mais aussi sous l'angle de l'atténuation au changement climatique. Et depuis l'AFD, nous, on est assez convaincus de la robustesse de cette approche globale qui nécessite d'interroger les externalités des politiques publiques. Donc les travaux du think tank Santé mondiale 2030 qui seront présentés dans quelques instants montrent que les bénéfices pour la santé associés à l'action climatique ne sont pas suffisamment pris en compte dans les politiques publiques, alors même que nous aurions là des résultats rapides et à différentes échelles. On sait par exemple que les politiques climatiques améliorent la santé en générant des bénéfices en matière de qualité de l'air, de mobilité active, quand on pense à la marche et au vélo, en matière de régime alimentaire durable, en qualité des logements ou même au niveau des transports. Et puis, bien sûr, on sait que les effets du changement climatique sont déjà profonds, mais aussi qui creusent les inégalités. Les effets du changement climatique, ils touchent de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables des pays à revenus faibles et intermédiaires. Et d'ici 2050, on estime que les impacts liés au changement climatique pourraient entraîner jusqu'à 15 millions de décès supplémentaires. En deuxième point de cette introduction, je voudrais aussi parler des approches intégrées. Alors, vous le savez, à l'AFD, on s'est engagé à aligner l'ensemble de nos actions avec l'accord de Paris. Et ça veut dire notamment qu'on développe une approche donc intégrée, transversale des problématiques liées au climat, et en particulier pour le secteur de la santé, notre dernier plan d'orientation stratégique et aussi notre feuille de route planète. On l'appelle planète parce que désormais on associe les enjeux climat et biodiversité, propose d'intégrer la dimension climatique au cœur des projets dans le secteur de la santé et de la protection sociale.
parce que précisément, on est convaincu que la santé se construit autant dans les systèmes de santé que hors des systèmes de santé, puisque la santé dépend de l'environnement, de l'alimentation, de l'urbanisme, de l'agriculture et même donc des conditions sociales. Je peux vous citer quelques exemples de ce que nous faisons à l'AFD en matière de santé-climat. Par exemple, nous investissons depuis plus de 15 ans dans la structuration des réseaux de surveillance épidémiologique. Dans l'Indo-Pacifique, on soutient par exemple le développement d'outils de prédiction des risques d'épidémie intégrant des données environnementales et météorologiques pour la prévention des zoonoses grâce à l'approche One Health. On s'engage également auprès de nos partenaires à développer avec eux des hôpitaux sobres et résilients. Par exemple, à La Réunion, l'hôpital de Saint-Paul consomme désormais 40% d'énergie en moins par rapport à un établissement équivalent. Ou au Rwanda, on finance aussi des hôpitaux bioclimatiques et éco-conçus pour prendre en compte cette trajectoire climatique et ses conséquences sur les besoins des patients. Un dernier exemple, pour vous dire aussi que pour les populations les plus vulnérables, on accompagne le renforcement des systèmes de protection sociale en les rendant adaptatifs. En Mauritanie, par exemple, on appuie un fonds national de sécurité alimentaire face aux sécheresses. Et en Afrique du Sud, on a développé un grand programme d'accompagnement de la transition énergétique juste en liant climat et protection sociale. Voilà, donc le message ici, c'est que dans nos stratégies, on part du principe que la santé, ce n'est pas qu'une affaire de soins, elle est au croisement des enjeux sociaux, environnementaux et climatiques. Et d'ailleurs, en 2024, 74% pour être exact, de nos financements en santé et protection sociale ont des co-bénéfices en matière de climat. Voilà, avant de conclure, je voudrais évoquer l'enjeu du financement et du rôle de l'AFD en tant que banque publique de développement. On est évidemment, et vous l'avez rappelé, dans un contexte de resserrement des financements internationaux pour le développement et pour la santé mondiale en particulier. Et le plaidoyer doit certainement être, et vous le soulignez dans votre rapport d'ailleurs, orienté vers les pays et les décideurs politiques à toutes les échelles et avec une attention sur la mobilisation des ressources domestiques. Depuis l'AFD, on a engagé un travail sur la réforme de l'architecture financière internationale en contribuant à créer l'initiative Finance en commun qui réunit toutes les banques publiques de développement du monde. Il y en a 540 dans le monde. Et elles ont toutes une capacité à mobiliser de l'expertise et des financements. Dans ce réseau, l'AFD intervient dans une coalition de banques qui s'est formée sur les enjeux d'investissement sociaux et dans ce groupe, on s'attache à faire reconnaître la santé comme un levier d'adaptation et d'atténuation au changement climatique et à partager entre nous des nouvelles normes. Voilà, notre responsabilité collective est assez claire, je crois. Il s'agit d'inventer des systèmes de santé qui soignent sans endommager l'environnement, mais aussi des systèmes pour la santé capables d'agir sur l'ensemble des déterminants que vous mentionniez et de préserver notre bien-être. Donc au cœur de notre action, on pense souvent que protéger la planète, c'est protéger notre santé et préserver notre santé, c'est préserver la planète. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne discussion autour de la publication de ce rapport. Merci beaucoup. Merci pour ces propos. Dans ce qui va suivre, on va faire une présentation à deux voix du rapport. Donc je laisse Kevin Jean débuter. Bonjour, merci beaucoup. Donc je suis Kevin Jean, épidémiologiste, professeur junior en santé et changements globaux à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure, expert associé au think tank Santé mondiale 2030.
dont je suis le travail depuis plusieurs années et avec qui on est en interaction depuis plusieurs années. Et ce travail et la note d'aujourd'hui, elle vient d'une envie de partenariat sur quelque chose qui est au cœur de nos travaux de recherche dans ce qu'on conduit ici à l'ENS, dans une équipe qui est en création, qui s'appelle le PARSEC, le Paris Recherche en Santé, Environnement, Climat, qui est, je pense, en France, la première et la seule structure dédiée au lien entre changement climatique et santé. Et donc, on a eu quelque part cette demande du think tank et puis cette envie de travailler ensemble sur la documentation rigoureuse, la synthèse, une synthèse grand public documentée scientifique de tous les éléments qu'on a sur la convergence des enjeux de santé et d'action climatique sous l'angle de l'adaptation, mais également de l'atténuation. Alors, le constat de base, il a été rappelé par nos deux premiers intervenants. Les effets du changement climatique sur les santé, ils sont d'ores et déjà perceptibles. On sait que le changement climatique est souvent présenté comme une menace future. Non, c'est bien quelque chose qui a déjà un impact sur la santé humaine à l'heure actuelle. Il y a différents mécanismes, des effets directs sur nos organismes. On sait maintenant qu'en Europe, les vagues de chaleur, c'est environ 60 000 décès par an chaque année. Donc, on est vraiment sur des chiffres qui deviennent des problématiques de santé publique. On a des effets indirects du changement climatique sur la biodiversité, sur l'environnement. L'exemple là aussi en France, la facilitation de la propagation d'un vecteur comme le moustique tigre et les cas de transmission autochtone de chikungunya et de dengue qui lui sont associés, et des effets par les pressions que le changement climatique vient faire peser à la fois sur nos systèmes de santé, sur nos systèmes socio-économiques et en particulier sur les systèmes de santé. Un exemple, on sait que si demain on a à l'échelle de Paris une crue de l'ampleur de celle de 1910, la crue centenale, et ces crues, on sait par ailleurs qu'elles deviennent plus fréquentes et plus intenses sous l'effet du changement climatique, eh bien c'est 40% de capacité hospitalière qui serait réduite du fait de l'augmentation du niveau de la Seine. Donc on a ces différents impacts qui nous font dire, et qui font dire au GIEC dans son dernier rapport de présentation, que aucune région n'est à l'abri. Le changement climatique impacte d'ores et déjà la santé humaine dans de nombreuses dimensions. Au sein de cette journée santé à la COP, Tedros, le secrétaire général de l'OMS, a rappelé que la crise climatique est avant tout une crise humaine et sanitaire, une crise de santé publique. Une fois que ce constat a été dit, le constat nous rappelle qu'il faut d'ores et déjà mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique pour lutter contre les effets, pour prévenir les effets du niveau de changement climatique d'ores et déjà acté par les émissions. Donc on est à plus 1,3 degré d'augmentation des températures par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais ce que nous disent également les rapports du GIEC, c'est que cette adaptation, elle a ses limites. On ne pourra pas s'adapter et faire face à tous les impacts du changement climatique au-delà de 2 degrés. Et on sait que ces marges d'adaptation s'amenuisent avec le niveau de réchauffement climatique, et ce qui expose les populations à des risques croissants. Donc l'adaptation est indispensable, mais elle est insuffisante pour prévenir les risques climatiques. Or, ces risques climatiques, on est à l'heure actuelle bien en mal de les enrayer. On est à l'heure actuelle 10 ans après les accords de Paris, et pour l'instant, on constate toujours cette sortie de route par rapport à la trajectoire qui devrait nous conduire à un réchauffement limité à 2 degrés, voire 1,5 degré. Nous sommes plutôt sur des trajectoires de l'ordre qui nous conduisent vers un réchauffement climatique à plus de 3 degrés à la fin du siècle, donc à un niveau où les risques climatiques pour la santé vont devenir ingérable. Et donc, ce constat nous montre qu'il faut trouver d'autres façons, en tout cas, de promouvoir l'action climatique. L'action climatique, pour nous présenter comme une façon de mitiger, de réduire, d'atténuer les risques futurs, c'est quelque chose d'indispensable. Mais à l'heure actuelle, ce message-là n'a peut-être pas suffi à déclencher l'action collective suffisante face au climat. Et c'est là qu'interviennent ces liens entre changement climatique, politique de réduction des gaz à effet de serre, donc atténuation du changement climatique, et santé publique. Pourquoi ? Parce que on a des co-bénéfices, des convergences d'objectifs majeurs entre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des objectifs de santé publique. Ils ont été évoqués tout à l'heure, mais on sait qu'en France, le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le secteur des transports, et qu'en décarbonant le secteur des transports, en favorisant la mobilité active comme la marche et le vélo, on peut générer de très grands gains de santé. Les énergies
donc l'utilisation d'énergie primaire, hein, que ce soit dans nos véhicules, dans nos chaudières pour nous chauffer, dans l'industrie, est également donc là une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est également et c'est aussi une source de polluants, de polluants de l'air extérieur. On sait que environ 80% du fardeau associé à la pollution atmosphérique est directement lié à la combustion d'énergie fossile. La sortie des énergies fossiles, c'est un impératif climatique, mais c'est également une politique de santé publique. En France, le deuxième secteur d'émissions de gaz à effet de serre est l'agriculture, notamment avec la part attribuable à l'élevage et aux autres gaz à effet de serre que le CO2 qu'ils émettent, le méthane notamment. Il va falloir transformer notre système agroalimentaire si on veut atteindre cet objectif de neutralité carbone qui est la seule façon de stabiliser le risque climatique, et ça va impliquer des changements dans nos alimentations, donc vers moins d'aliments d'origine animale. Si l'élevage fait explique une grande partie de la pression du système agricole sur les écosystèmes et sur le climat. Or, réduire les apports carnés dans l'alimentation, c'est aussi une recommandation en termes nutritionnels, c'est aussi une recommandation, et la commission Lancet Eat l'a rappelé il y a quelques semaines, aller vers des assiettes plus végétales est aussi quelque chose qui pourrait réduire la mortalité à l'échelle mondiale de manière très importante. L'alimentation qui est un déterminant de la santé qui explique près de 20% de la mortalité toute cause. Dernier exemple, j'ai parlé de la sortie des énergies fossiles, y compris dans le chauffage des logements. La réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les logements passe également par une rénovation thermique, faire en sorte d'avoir besoin de se chauffer moins avec une meilleure isolation thermique. C'est également une façon de prévenir certaines pathologies liées, certaines maladies chroniques et des risques de décès liés aux températures froides en hiver. Et donc là aussi, on voit une très nette convergence entre des objectifs de santé publique, des objectifs climatiques, et si on parle de mal logement, également des objectifs de réduction des inégalités sociales. Alors, l'objectif aujourd'hui n'est pas de rentrer dans le détail de tous ces chiffres. Tous ces exemples sont documentés, chiffrés dans le rapport sur la base de la littérature scientifique la plus récente. Qu'on a pu la plus récente qui a été synthétisée dans ce rapport dont on vous a mis le lien dans le chat. Quelques éléments, parce que quand on en parle, quelle est l'ampleur de ces gains pour la santé qu'on pourrait espérer dans ce cas-là? Cette ampleur, on a essayé dans notre équipe de l'évaluer sur la base d'une synthèse, d'une revue systématique de la littérature sur tous les scénarios qui s'appuyaient sur des projections vers la neutralité carbone, des stratégies de neutralité carbone, encore une fois, la condition physique sine qua non pour stabiliser le risque climatique, et qui évaluaient les impacts sur la santé de ces scénarios. Dans la littérature, on a une centaine de scénarios qui ont été publiés, et bien tous ces scénarios, sauf un ou deux, 98% de ces scénarios documentent des bénéfices pour la santé publique, des bénéfices très variables d'une étude à l'autre. C'est ce que vous voyez ici, des bénéfices qui peuvent aller à quelques points de pourcentage en termes de décès évités, mais qui peuvent culminer à près de 20% de décès évités. Ça s'explique également par des facteurs méthodologiques. La plupart des études ne se sont concentrées que sur la pollution de l'air pour des questions d'outils disponibles, mais les études qui prennent en compte à la fois les effets liés à l'amélioration de la pollution de l'air, de l'activité physique et du régime trouvent des bénéfices pour la santé vraiment massifs de l'ordre de 5, 10, parfois 15 points de pourcentage de réduction de mortalité. La conclusion, c'est que vraiment ces politiques de neutralité carbone pourraient et devraient être présentées comme des politiques de santé publique. Les résultats attendus, les effets, les bénéfices pour la santé attendus de ces politiques de neutralité carbone sont vraiment ce qu'on attendrait des impacts de politiques de santé publique ambitieuses. Si on parle de 5, 10, dans notre étude, on a la moitié de ces études qui projettent une réduction de mortalité de 1,5%, donc une médiane de 1,5% de mortalité évitée, alors même, comme je vous l'ai dit, qu'on pense que c'est une sous-estimation assez forte qui ne prend en compte la plupart du temps que les effets liés à la pollution atmosphérique. On est vraiment sur des politiques d'ampleur à l'échelle. Pour avoir en tête un chiffre de comparaison, l'alcool, à l'échelle mondiale, est responsable d'environ 3% des décès. Donc, éviter la moitié des décès imputables à l'alcool, c'est ce qu'on attend d'une politique de santé publique ambitieuse. Un élément qui apparaît également dans cette littérature et qui, là, je pense, en termes d'arguments auprès des décideurs, peut être quelque chose qui mérite d'être vraiment plus systématiquement mis en avant. Dans toutes ces études qui, encore une fois, ont étudié les implications pour la santé publique de stratégies de neutralité carbone, certaines sont allées jusqu'à faire ce qu'on appelle une analyse coût-bénéfice, c'est-à-dire à comparer les coûts d'implémentation des politiques
aux gains de santé, à la valeur monétaire des gains de santé liés à ces co-bénéfices. Et là, sur ces études, une très large majorité, 11 sur les 13 disponibles dans la littérature, on n'a pas beaucoup, mais 11 sur les 13 basés sur des méthodologies très diverses, nous disent que les bénéfices pour la santé de stratégies de neutralité carbone pourraient compenser, voire même surpasser, excéder les coûts de mise en œuvre des politiques, de réduction des gaz à effet de serre. Donc, la Cour des comptes l'a rappelé récemment, le GIEC l'avait dit, du point de vue climatique, certes, il faut investir dans la neutralité carbone, mais les coûts d'investissement, les coûts de l'action sont bien moindres, nettement moindres que les coûts de l'inaction. Et bien, quand le domaine de la santé s'en mêle, quand on met la santé publique dans la balance, on se rend même compte que finalement, les bénéfices de court terme de l'action climatique, des politiques climatiques, viennent contrebalancer les coûts. Donc, vraiment, on a un intérêt rationnel à agir pour le climat sur le court terme et de la prise en compte de ces bénéfices de santé publique. Vraiment, et le point qu'on veut mettre en avant au-delà de l'effet quantitatif de ces bénéfices de santé publique et au-delà de ce qu'on sait un petit peu tous, on va dire intuitivement, cette convergence entre les objectifs climatiques et les objectifs de santé publique, c'est de mettre en avant le changement de cadrage que permet cette prise en compte par la santé des objectifs climatiques. On le sait, on a un problème d'action et on a un problème d'échelle dans l'action climatique du fait de l'échelle de temps qu'elle implique. Les politiques climatiques impliquent des modifications, des transformations, des efforts à faire aujourd'hui pour des bénéfices climatiques qui interviendront dans des décennies, voire des siècles, et à l'inverse, et donc voilà, à titre, enfin, les êtres humains sont malheureusement peu propices à consentir à des efforts aujourd'hui pour des bénéfices qui surviendront dans le long terme. L'autre problème d'échelle, qui n'est pas temporel, mais là qui est plutôt un conflit d'échelle entre local et global, c'est que ces politiques climatiques impliquent des efforts, des transformations pour certaines sociétés, certaines populations qui vont les mettre en œuvre, mais les bénéfices seront dilués à l'échelle planétaire. Et dans ce cas-là, on sait qu'il est peut-être plus rationnel, favorable, en tout cas plus facile de ne pas agir, d'attendre que les autres agissent parce que on bénéficiera de ces bénéfices. Eh bien, finalement, quand on parle de la convergence des objectifs climatiques et sanitaires, on se rend compte que là, la perspective de santé permet de changer de cadrage et quelque part de résoudre, de réconcilier les problématiques d'échelle qu'on a dans l'action climatique. Pourquoi ? Parce que ces transformations majeures en vue de la neutralité carbone qu'impliquent des politiques climatiques vont certes générer des bénéfices climatiques à l'échelle de décennies, de siècles, via l'inertie de la machine climatique, mais ces politiques vont générer des bénéfices pour le climat, pour la santé publique, qui sont des bénéfices de court terme. Quand on parle d'augmentation de l'activité physique, d'amélioration de la nutrition, d'amélioration de la qualité de l'air, on parle là de bénéfices pour la santé publique qui se manifestent à l'échelle de jours, parfois de mois ou d'années, mais en tout cas sur des échelles de temps qui n'ont rien à voir avec les échelles climatiques. Et là encore, le rapport présente les données sourcées, documentées sur cette temporalité des bénéfices climatiques et qui permettent là aussi de réconcilier le court terme de l'action climatique et de ses bénéfices pour la santé au long terme des bénéfices climatiques. Et l'autre résolution d'échelle que permet cette approche par la santé, c'est cette notion que les bénéfices pour la santé de l'action climatique ne sont pas conditionnés à ce que font les autres pays. Donc on sait à l'heure actuelle que les États-Unis sont en train de se désengager sur la question climatique et qu'on peut se demander à quoi il sert d'agir pour le climat si les autres n'agissent pas et si les bénéfices sont dilués, comme je l'ai dit. Ces bénéfices pour la santé des politiques climatiques, eux, ne dépendent pas de ce que font les autres pays. Encore une fois, si on améliore l'alimentation ou l'augmentation, si on augmente l'activité physique aujourd'hui, ici et maintenant, les bénéfices se manifesteront quoi que fassent les autres pays et ils se manifesteront pour les populations et les individus qui ont consenti à ces transformations. Donc on a quelque part cette perspective santé qui vient réconcilier le problème d'échelle temporelle avec l'action climatique et qui vient réconcilier ce problème d'échelle d'action locale pour un bénéfice global dans cette même action climatique. Donc vraiment un cadrage par la santé qui permet une présentation, d'aborder cette action climatique sous un angle peut-être beaucoup plus favorable à l'action individuelle, mais surtout à l'action collective. Dernier point que souligne le rapport, on l'a également mentionné, ces politiques climatiques pourraient être un levier de mobilisation, et là aussi on a différentes études du champ plutôt de la psychologie sociale dans ce domaine qu'on présente dans la note. On sait, il est apparent, on a observé empiriquement que l'argumentation par la santé peut toucher d'autres populations, peut accroître le soutien aux politiques climatiques, y compris chez des personnes ou des groupes de population peu sensibles
aux enjeux environnementaux. Ça, c'est un premier point. Donc, vraiment, quelque chose qui permet d'étendre la diffusion et l'adhésion et la réception de ces politiques climatiques. L'autre point, on le sait, les politiques environnementales, enfin, les expositions environnementales sont marquées par de fortes inégalités sociales. Et dans ce contexte, des politiques climatiques bien conçues, le fait d'améliorer les déterminants environnementaux de la santé, c'est quelque chose qui présente un fort potentiel pour la réduction des inégalités sociales de santé. Et ça, ce n'est pas anodin parce qu'on le sait aussi, c'est un des paradoxes de la santé publique, que très souvent, en santé publique, des politiques de prévention viennent augmenter les inégalités sociales de santé, malheureusement. Ce n'est pas le cas, ou c'est beaucoup moins le cas avec des politiques plus conçues pour transformer l'environnement, comme le sont des politiques climatiques. Et donc, on a là un fort potentiel pour la réduction des inégalités sociales de santé. Je vais passer la parole à Micheline parce que une dernière partie de ce rapport a pour but de présenter quelques cas d'études, contexte vraiment spécifiques où ces convergences entre des objectifs climatiques et des objectifs sanitaires ont été identifiées. Merci. Oui, donc en 2023, la revue Lancet a initié une commission afin de rassembler des données d'impact climatique et sanitaire de politique d'atténuation. Donc ils ont recensé dans le monde environ 200 actions où ils ont évalué à la fois l'impact climatique en termes d'économie d'émissions de gaz à effet de serre économisées et des impacts sanitaires. Et je vais vous présenter 3 exemples issus de plusieurs secteurs. Le premier, c'était une politique de généralisation de travaux de rénovation thermique pour des foyers qui sont défavorisés en Australie. Donc, ça s'appelle le Victorian Healthy Homes Program. Il part d'un constat assez simple et qui a déjà été mentionné par Kevin juste avant, c'est que les personnes qui vivent dans des logements les plus mal isolés sont celles qui ont le plus de risques de contracter certaines maladies respiratoires et cardiaques, et c'est aussi celles qui sont les plus précarisées. Et donc cet objectif, ce programme, il a aussi pour objectif de réduire les inégalités sociales qui sont liées justement aux expositions environnementales pour ces populations vulnérables, et d'offrir en même temps un cadre de vie qui permet des améliorations en termes de santé. Donc c'est une équipe de chercheurs qui a équipé près de 276 foyers de travaux d'amélioration du confort thermique, donc qui passent par des travaux d'isolation notamment, ou des travaux mineurs entre 2018 et 2021. Et ils ont quantifié les résultats des résultats sanitaires. Les premiers bénéfices, c'est que la température intérieure a augmenté d'environ 0,33 degrés en moyenne, surtout en période hivernale, et qu'il y a eu une réduction de 43 minutes par jour d'une exposition à une température inférieure à 18 degrés. Donc ces 2 facteurs-là permettent de témoigner d'une amélioration du confort thermique interne pour ces foyers. Il y a eu d'un point de vue plus qualitatif une amélioration de la qualité de vie et une baisse de visites dans des centres médicaux. Justement par l'amélioration du confort thermique, les personnes tombent moins malades et donc se rendent moins dans des infrastructures de santé. Il y a eu aussi des économies d'énergie puisque les personnes consomment moins de chauffage et donc ont une facture d'énergie allégée. Donc, pour le plan économique. Et ils ont pu quantifier que pour $1 australien économisé sur les coûts d'énergie, environ $10 des coûts de santé sont évités grâce justement à la baisse de visite des personnes dans des infrastructures de santé. Et ils ont estimé une rentabilité du programme au bout de 3 ans. Donc c'est une équipe de l'Université de technologie à Sydney qui a suivi ces foyers durant 3 ans. Sur un tout autre domaine de celui de la mobilité, c'est un programme qui s'appelle More Bike Less Emissions qui a été lancé en Argentine à Buenos Aires en 2009, qui s'est accompagné par une construction de pistes cyclables et en même temps qui a aussi permis à des personnes de pouvoir acheter à taux zéro des bicyclettes à usage individuel. Et en même temps, ils ont aussi mis en place un système de partage et de vélos en libre service
Donc toutes ces infrastructures-là, elles ont permis d'encourager la pratique individuelle du vélo, mais elles ont aussi permis d'autres bénéfices qui ont été évalués. Donc déjà tout d'abord l'augmentation de la pratique du vélo d'environ 131% depuis 2013. Donc ils ont commencé à quantifier ça au bout de 4 ans d'essai. Ils ont aussi dit que pendant la période du Covid, il y a eu un report modal important à la suite de la pandémie de Covid, de la voiture individuelle et des transports publics saturés à Buenos Aires vers une importante pratique du vélo. Donc la sortie de la pandémie a accéléré la généralisation de la pratique de vélo. Ils ont estimé les économies de près de 12 000 tonnes de CO2 sur l'année de 2020, justement par ce report modal des véhicules thermiques vers le vélo. Ils ont estimé à peu près une réduction de la mortalité par chute de 80% entre 2015 et 2020. Donc là, l'indicateur de santé ici, il s'interprète à l'aune de la sécurité routière. Et ils ont également mis en avant que ces infrastructures et ce programme ont permis de renforcer l'accessibilité au vélo pour les femmes. Et enfin, le dernier exemple concerne l'amélioration de la qualité de l'air intérieur au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau dans les zones rurales, par le changement de solution de cuisson qui utilisait essentiellement du chauffage au bois, donc qui est intérieur, donc qui pollue la qualité de l'air intérieur. Ils ont modifié ces solutions de cuisson vers des systèmes de cuisson plus durables. Donc pareil, c'est une équipe de chercheurs qui a équipé près de 5300 foyers dans différents villages dans ces 3 pays et qui ont mesuré à la fois la concentration de polluants avant et après ces nouvelles installations, et également qui ont distribué des questionnaires aux familles pour justement évaluer les impacts sanitaires, économiques et sociaux également de ces modes de cuisson alternatifs. Ils ont enregistré environ une diminution de 40 à 60% de polluants de l'air intérieur. Les polluants, c'est essentiellement du monoxyde d'azote, et des PM2.5, donc les polluants particules ultra fines, Et ils ont estimé également une réduction de 52% des émissions de gaz à effet de serre par foyer, par ménage. Ils ont également pu quantifier près de 31 cas d'infection aiguë de voies respiratoires inférieures évitées par l'amélioration justement de la qualité intérieure. Et enfin, ils ont également eu une analyse plus sociale sur le temps qui était gagné sur le temps de cuisson, sur le ramassage de poids, sur des tâches en fait qui étaient assurées jusque-là par des femmes. Donc ils ont quantifié environ 72% de temps passé en moins à ramasser du bois qui servait justement de source primaire pour ces modes de cuisson, et environ une diminution de 35% du temps de préparation et de cuisson. Voilà, donc voilà pour cette présentation rapide du rapport. Encore une fois, l'idée ici était de vous présenter vraiment la structure de ce rapport, à la fois des éléments de synthèse de la littérature scientifique à l'échelle globale sur tout ce que peuvent apporter en termes de santé publique des politiques climatiques, et puis, comme l'a présenté Micheline, des focus sur des cas d'études très bien détaillés, très illustratifs de ces notions de co-bénéfice. En conclusion, ce qu'on voudrait dire, c'est que ce travail en lien entre l'ENS, PSL et le think tank Santé mondiale 2030 avec l'aide et le soutien de l'AFD, on est en train de le continuer pour cette fois-ci travailler non pas seulement sur une note d'analyse, mais également sur des préconisations, des recommandations pour une meilleure prise en compte de ces liens, de ces bénéfices pour la santé des politiques climatiques. On a fini pour cette présentation un petit peu formelle du rapport, et il nous reste du temps maintenant pour échanger avec vous et pour un moment de questions-réponses sur ces enjeux. Je tiens juste à prendre une minute pour remercier et saluer Lucie Adélaïde, la première autrice de ce rapport, qui est avec nous aujourd'hui, qui est en congé de maternité, et donc à qui on souhaite tout le meilleur pour la suite. Et je vais arrêter de... Merci Kevin, merci Micheline. Si certains veulent poser des questions, soit dans le chat ou en levant la main.
Nous sommes à l'écoute. Merci pour la présentation. Une question dans le chat. Alors, Manon de Coalition Plus demande quand est-ce qu'on pense diffuser les... Pardon? Oui. Clarisse, j'ai sauté sur la question, mais peut-être que vous voulez... Allons-y pour la question du chat et ensuite quelqu'un a levé la main. D'accord. Donc, la date de diffusion des recommandations, c'est un travail qu'on est en train de faire. On va pas trop s'engager sur une date au début de l'année 2026, oui, je dirais. Oui. Premier trimestre 2026, sans doute. Si Bénédicte Deniol, bonjour. Bonjour, merci pour cette présentation qui est ultra intéressante et qui permet, je pense, effectivement d'aborder le plan d'action au changement climatique de façon un peu différente. La question que je me pose, c'est on a besoin de documenter en fait pas mal de projets. Est-ce que vous avez réfléchi à une plateforme d'études cliniques collaboratives ou participatives qui pourrait aider à structurer et à faire converger des résultats plus importants en termes de signification? D'accord, donc on va dire un recueil standardisé d'indicateurs, si je comprends bien, qui serait là à la fois santé, à la fois climatique. Oui. Alors c'est une très bonne idée. D'une certaine façon, le collectif, la commission Lancet Pathfinder a en tout cas essayé d'identifier toutes ces mesures, mais n'a pas créé effectivement ce référentiel de reporting. Ça pourrait être une idée pertinente. Ça demande des moyens quand même. C'est pas si facile en termes d'outils d'estimer les émissions de CO2 évitées par telle chose ou telle autre. Donc il y a peut-être une question. Je pensais plus à des initiatives en santé qui ont des co-bénéfices. Et du coup, de fournir finalement un standard de mesure d'études type observationnel ou reporté par des citoyens qui soit structuré pour arriver à des résultats qui soient lisibles et partageables de façon assez cohérente. Je trouve que par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'initiative Sentinelle qui est un peu fondée sur ce genre de choses. Je trouve ça intéressant. Et en plus, je pense que effectivement, ça demande du financement, mais il y a des tas d'acteurs qui seraient probablement intéressés, enfin qui seraient probablement des partenaires intéressants. Voilà. Non, mais merci beaucoup pour la suggestion. On est preneur d'éléments sur cette initiative Sentinelle dont vous avez parlé. Merci. Et on prend la recommandation, effectivement, justement, qui arrive au bon moment par rapport justement à l'autre note de recommandation sur laquelle on est en train de travailler. Vincent Bretin, levez la main, bonjour. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc Vincent Bretin, directeur résultats et climat à United. Et merci beaucoup pour cette présentation et la note que j'ai commencé à lire ce matin. Vraiment très intéressant, plein de données et de références utiles. Donc un grand merci pour ça. Ma question, elle est, je pense, à la fois pour l'équipe de recherche et pour le think tank sur santé-climat plus largement. Et ce qu'on voit, nous, de notre côté, dans les discussions santé-climat, c'est un peu trois grandes thématiques. Une thématique qui est celle des co-bénéfices, qui est couverte par votre rapport et votre présentation aujourd'hui. Une thématique adaptation du secteur de la santé. Et il y a un nombre croissant de pays qui sont du ministère de la Santé, qui sont en train de développer des plans très concrets, et qui ont pour certains développé des plans très concrets d'adaptation de le système de santé aux effets du changement climatique. Et le troisième sujet, c'est l'atténuation au sein du secteur de la santé. Vous savez sans doute, 5% des émissions mondiales sont générées par les systèmes de santé. Dans un pays comme la France, on est plutôt à 7 ou 8%, je crois. Et du coup, le secteur de la santé se doit d'être exemplaire, et je pense encore plus s'il veut appuyer un plaidoyer tel que celui que vous avez évoqué aujourd'hui, avec des arguments de santé publique pour motiver des politiques de décarbonation nationale. Donc ma question, je pense à la fois pour l'équipe de recherche et pour le think tank, c'est est-ce que dans vos travaux à venir, vous envisagez d'étendre votre champ d'études à ces deux autres aspects de santé-climat, que sont à la fois l'adaptation vue du point de vue du secteur de la santé et l'atténuation à nouveau vue du point de vue du secteur de la santé. Merci. Merci beaucoup. Donc, quelques éléments de réponse là-dessus. Alors,
Effectivement, ce sont deux autres angles très pertinents sur lesquels on n'a pas forcément l'expertise au sein de notre équipe de recherche pour travailler. On travaille beaucoup plus sur des déterminants environnementaux de la santé et beaucoup moins au sein même du secteur de santé. En revanche, il y a des travaux et des collaborations en cours. On est en train de travailler là-dessus dans le contexte français avec le soutien du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui travaille avec des partenaires à l'IRDES, notamment à l'EHESP, sur cette question de système de santé à la fois résilient et à la fois durable, c'est-à-dire neutre en carbone. Donc, pour faire, en tout cas, côté équipe de recherche, on travaille en collaboration avec des équipes qui font ce travail-là. Donc, on garde un œil dessus et on travaille en bonne entente, tout en essayant de créer des synergies sur ces trois aspects. Et côté think tank, je ne sais pas qui peut y répondre, et ça peut être en tout cas une piste pour la suite. Oui. Oui. Par rapport aux deux autres axes que vous mentionnez, c'est vrai que nous aussi l'idée c'est de montrer que la santé, elle intervient en dehors du système de santé. Donc on a aussi on a pris le simplement d'étudier la santé en dehors du système de santé, là où il y a déjà des acteurs qui sont au tiers de la décarbonation des infrastructures de santé ou de l'adaptation et de la résilience des établissements de santé. Donc c'est aussi une volonté de sortir la santé du point comme ce qui avait été évoqué en introduction. Et on a un petit écho. Il doit y avoir un micro ouvert quelque part. Ouais. Et je passe la parole à Delphine Aquin qui a levé la main. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence. Alors moi, c'est à la fois une question et une remarque un petit peu. En fait, pas plus tard qu'hier soir, j'étais à une conférence co-organisée entre le GIEC et Sciences Po. Et la question qui est malheureusement revenue encore une fois, c'est ce problème persistant et même, je dirais même croissant en fait, de la montée du scepticisme scientifique qui concerne aussi bien les sciences de la santé et les sciences de l'environnement. Donc, je me demandais, et ma question elle concerne elle s'adresse aussi bien à l'équipe de l'AFD et à l'équipe du think tank. D'ailleurs, j'en profite pour vous saluer, ça fait assez plaisir de vous revoir. Et donc moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous envisagez de développer des initiatives, peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs, ou un axe de recherche sur ce problème du scepticisme scientifique qui, du coup, en limitant l'adhésion d'une partie de la population à ces politiques-là, limite par conséquent l'efficacité des politiques publiques qu'on met en place. Alors, je vais donner un angle de réponse et je laisserai l'AFD y répondre ensuite. Ce travail qu'on est en train de faire, en tout cas pour nous, équipes de recherche, il n'est pas anodin. Hein. Vous savez que des équipes de recherche ne consacrent pas très souvent du temps pour la diffusion en dehors du champ académique de leurs travaux. C'est un travail qu'on n'a pas l'habitude de faire, de traduire des notes en policy brief, en tout cas de notre expérience et de notre équipe, en policy brief, en notes de recommandation, et donc ça participe du fait de diffuser ces éléments scientifiques au sein du débat public au sens plus large. Donc pour nous, c'est en tout cas notre effort, l'effort de cette note, se développe dans ce souci de développer une littératie climatique et sanitaire sur ces questions. Et je laisse l'AFD compléter. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un de l'AFD. Si quelqu'un de chez vous, côté AFD, souhaite répondre. Je ne sais pas s'il y a des collègues en ligne. Enfin, je vois qu'il y a plusieurs collègues connectés qui travaillent sur le sujet. Mais c'est vrai que pour nous, par exemple, typiquement, ce genre d'association de partenariat avec le think tank Santé mondiale 2030, c'est aussi une forme de divulgation et de mobilisation pour partager les informations, pour lutter contre le scepticisme scientifique. Je peux peut-être rajouter un élément, mais je laisserai les... Dis Camille. Non, je prends la main, mais les collègues en charge peut-être du climat, n'hésitez pas à compléter très rapidement. Je pense que effectivement c'est quelque chose qui monte et que nous on perçoit progressivement dans
dans le dialogue, mais on a aussi à l'inverse finalement la concrétisation du dialogue qui a été construit maintenant de plusieurs années dans des demandes assez concrètes et d'accompagnement opérationnel dans un certain nombre de pays pour justement engager ces transitions des systèmes de santé vers des modèles résilients et bas carbone. Donc la photographie à ce stade, elle est pas unilatérale, elle est plutôt ambivalente parce que dans la réalité aujourd'hui, on commence à avoir des demandes concrètes, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années, assez circonstanciées, d'appui pour construire et structurer des financements visant à accompagner la transition des systèmes de santé vers les modèles de demain, quoi. En particulier, je prends le cas de l'Afrique du Sud avec lequel on va avoir un dialogue dans pas plus tard que 10 minutes. Et c'est ensuite, nous, évidemment, un sujet qu'on porte dans l'ensemble de nos opérations. Merci Camille. On a encore quelques mains levées. Marie-Geneviève, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé très éclairant et qui incite à lire attentivement votre rapport. Je voulais vous poser une question concernant d'autres santé. Vous avez parlé essentiellement de la santé humaine. Il y a aussi la santé des autres formes de vie et des écosystèmes. Est-ce que dans le rapport ou dans vos recherches futures, finalement, la question des déterminants humains sur la santé des autres formes de vie et des écosystèmes est prise en considération? Est-ce que les liens entre ces autres formes de santé et la santé humaine participent, selon vous, à une solution à ce problème du changement climatique? Merci. Alors, une forme de réponse, merci beaucoup pour la question. Hein. Donc, si on peut reformuler, c'est est-ce que on complète cette approche par une approche One Health, une seule santé, si on voulait la résumer. D'une certaine façon, on a l'impression que l'approche une seule santé a commencé à percer. On en entend parler de plus en plus dans des programmes de recherche, à l'échelle gouvernementale. Elle n'est pas toujours facile à opérationnaliser, mais c'est quelque chose qui est devenu finalement assez diffusé. Ce qui ne nous semblait pas être le cas de cette approche par l'éco-bénéfice, donc on souhaitait diffuser pour la faire exister un petit peu dans la même mesure. Maintenant, cette approche on va dire de chercher les liens entre santé humaine dans des stratégies qui soient favorables au climat. On peut le faire également dans des stratégies qui soient favorables, par exemple, plus à la biodiversité. Réfléchir aux convergences qu'on pourrait avoir entre des objectifs liés au maintien de la biodiversité et de la santé humaine. Et ça, c'est quelque chose vers lequel on souhaiterait aller également. J'espère que ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonjour Yves Martin Prével. Je vous entends pas. Il y a un problème de micro. Peut-être vous pouvez formuler la question dans le chat. Par ailleurs, il y a une autre question dans le chat. Ouais, celle de Chiara. Donc, merci. Oui, celle de Chiara, ouais. Très bien. Que je vais lire. Donc, merci pour ce magnifique. Plus loin, quelles mesures concrètes proposeriez-vous aux décideurs à mettre en place dès maintenant? Est-ce que tu veux la... Très bien. Donc, ce travail de recommandation, d'identification de recommandations, on est encore en train de le mettre en forme. Pour l'instant, on va dire qu'il y a 3 niveaux de recommandations qu'on souhaiterait remonter. La première, c'est la mobilisation des sociétés savantes de médecine en santé. On sait que les médecins, les soignants sont des professions, et on parlait de confiance tout à l'heure, des professions dans lesquelles le grand public a le plus confiance, les médecins, et sont des relais d'opinion très forts. Et d'une certaine façon, essayer de réussir à faire le lien entre les soignants et ces enjeux climatiques pourrait être
un levier d'adhésion autour des politiques climatiques très fort. Donc ça, c'est une première piste. Comment on mobilise les organes d'organisation de cet ordre, de cette communauté professionnelle. Et donc, une des recommandations, ce serait de le faire via les ordres. Enfin, l'ordre des médecins et les sociétés savantes de médecine. La deuxième recommandation, elle est plutôt nationale. Elle viserait à essayer de rendre systématique l'évaluation des impacts pour la santé publique dans les projets de loi et les décisions publiques en France. Cette évaluation d'impact, elle est obligatoire dans certains contextes, notamment dans des projets de loi. Très souvent, elle se restreint à des évaluations d'impact économique. On aimerait vous rendre opérationnelle une recommandation qui rende obligatoire l'évaluation d'impact, y compris sanitaire. Certains pays l'ont fait. Les Pays-Bas sont allés dans cette direction et on aimerait essayer d'identifier comment rendre ces évaluations d'impact sanitaire pour vraiment rendre concret cet objectif de la santé dans toutes les politiques publiques. Et le troisième point, peut-être plus là cette fois-ci à un autre niveau d'échelle, à l'échelle européenne. Vous savez qu'à l'échelle européenne, les États et les budgets des États sont très contraints par la règle d'or, pas plus de 3% de déficit. Il y a eu des exemples et il y a eu des initiatives pour lesquelles certaines dépenses étaient exclues de ce calcul comptable des 3%. Très récemment, les dépenses de défense européenne. Et là, une recommandation qu'on souhaiterait faire remonter, c'est que, au vu des co-bénéfices pour la santé, des implications pour la santé, les investissements climatiques mériteraient eux aussi d'être dégrévés, en gros, de ne pas être comptés dans l'assiette de ces 3%. On a besoin d'investissements massifs, et là on a eu des rapports économiques sur les dernières années, on a besoin d'investissements massifs dans les États, et ces investissements sont d'une certaine façon contraints par cette règle d'or qu'il faut pouvoir contourner si on parle d'impératifs, encore une fois, climatiques, encore une fois d'impératifs physiques. La neutralité carbone, c'est la condition physique pour la stabilisation du climat, qui de fait, en plus, pourrait présenter des bénéfices pour la santé et des retombées, là aussi, économiques, comme on l'a vu, de ces politiques climatiques. Voilà pour en avant-première ces 3 niveaux de recommandation qu'on va stabiliser, bien formuler et compléter. Merci beaucoup pour ces recommandations et je vois que Yves-Martin Prével vient de formuler sa question en ligne. Ma question est un peu longue, mais en 2 mots, fait référence à un des éléments du rapport et de la présentation sur le fait qu'on peut agir individuellement ou collectivement sans avoir besoin que la communauté internationale se bouge. Je m'interroge jusqu'à quel point ou jusqu'à quelle échelle cela reste vrai. Par exemple, pour avoir plus de gens qui font du vélo, on a besoin de politiques incitatives qui ne sont pas que individuelles. Alors tout à fait, cet embriquement des échelles. Je pense la dernière question parce que le temps est écoulé. Merci. Alors notre point était plutôt de dire que cette imbrication des échelles, il est vrai à des échelles locales. Et donc, effectivement, et plutôt si on le prend sous l'angle d'un pays ou d'une collectivité territoriale, développer les politiques cyclables auront ou pas un effet sur le climat, mais on sait qu'elles auront un effet sur la santé publique locale. Et ça, c'est important. Et on peut même se permettre d'aller jusqu'à l'échelle individuelle, où là, à l'échelle des individus, changer de régime alimentaire, pratiquer plus d'activité physique, c'est favorable pour le climat, mais c'est aussi et surtout favorable pour la santé. Donc on a vraiment ce niveau individuel, le niveau intermédiaire, qui vient s'aligner avec le niveau très international sur lequel, là, on sait, on manque d'un cadre de gouvernance internationale. Voilà pour répondre. Enfin, on a bien conscience qu'il s'agit de changer, pas seulement, de pas appuyer que sur des développements individuels, mais que des changements de comportement, que ce soit dans l'alimentation, des mobilités, ça s'appuie aussi sur des politiques publiques. Notre message, c'est de dire que ces politiques publiques, elles peuvent être mises en avant là aussi, par leurs implications pour la santé. Et donc, merci. Peut-être alors une toute dernière question sur la mobilisation des soignants. Si vous pouviez préciser, quand vous parlez de mobilisation des soignants, c'est-à-dire les informer sur les risques de santé liés au bouleversement climatique, ou est-ce qu'on a autre chose en tête? Alors, il y a ce point en tête, évidemment, mais également le point en tête de dire que voilà, dans une consultation médicale, vous pouvez très bien recommander à des personnes justement de changer des comportements alimentaires dans une orientation climatique, vers des régimes alimentaires soutenables, mais le présenter sous l'angle de la santé individuelle.
Là, c'est une façon pour des soignants quelque part d'accompagner un mouvement de transformation individuelle qui est indispensable sur des questions climatiques et de l'accompagner par la question de la santé. C'est également vrai pour la mobilité active et donc plutôt sur faire en sorte que la communauté des soignants devienne un support aux politiques climatiques de par les gains de santé qu'on peut en attendre. Donc il y a un message complémentaire en tout cas de celui sur l'alerte sur les risques. Merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Nous avons partagé le lien vers la note dans le chat. Merci Micheline, merci Kevin. Merci à vous, merci beaucoup pour l'organisation et merci pour les échanges. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir.